Allez, on y va. Allez. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur les résultats, deuxième édition des résultats de notre baromètre annuel sur les salariés et la RSE, et donc la RSE perçue vue par les salariés des entreprises. Donc, je m'appelle Caroline Baron, je travaille au sein du cabinet des enjeux et des hommes, qui est un cabinet de conseil spécialisé en RSE. Donc, RSE, c'est un sigle pour responsabilité sociétale des entreprises. Je ne connais pas forcément votre profil à chacun, votre formation initiale ou l'environnement professionnel dans lequel vous évoluez. N'hésitez pas d'ailleurs à nous le mettre en commentaire pour qu'on puisse peut-être ajuster aussi ou préciser certaines choses en fonction de vos contextes et de ce que vous vivez. Je suis accompagnée de mon collègue Thierry Conro, dont vous avez entendu la voix là, il y a quelques instants. Thierry jouera le rôle pendant cette heure qu'on a ensemble de Community Manager. C'est lui qui prendra en compte l'ensemble de vos questions, remarques éventuelles, afin de les communiquer et qu'on puisse échanger et interagir les uns avec les autres. Bonjour à tout le monde. Comment? Pardon, je disais bonjour à tout le monde. Ouais. Je quitte ma caméra. Justement, pour vous aider à interagir, je ne sais pas si vous êtes familier de Zoom, de l'application Zoom. Sachez qu'en bas de votre écran, vous avez donc une petite icône comme un SMS là, converser. N'hésitez pas à cliquer sur cette icône-là si vous avez une question, une remarque, à bien sélectionner, parler à tout le monde, à tous les participants, et puis voilà, et puis à échanger, à interagir. Si jamais certains d'entre vous rencontrent des difficultés pour entendre, sont déconnectés de la réunion, ce qui peut malheureusement arriver, rassurez-vous, on enregistre ce webinaire et vous pourrez le consulter quand vous le souhaitez sur la chaîne YouTube du cabinet des enjeux et des hommes. On vous enverra le lien vers cette chaîne YouTube. Voilà. Je ne sais pas si on a des questions ou des remarques là, Thierry. Non, pas de questions. Allez, et bien c'est parti. Alors, on va essayer de tenir le timing, il est 14h04, je vais vérifier l'heure et on fera en sorte de vous libérer à 15h. Les résultats qu'on va vous présenter sont les résultats d'un baromètre qu'on mène tous les ans depuis 4-5 ans maintenant avec des partenaires. Donc, des enjeux et des hommes, cabinet de conseil spécialisé en RSE, qui accompagne des grands groupes en France et à l'international afin de les aider à structurer des démarches de développement durable et à mieux ensuite les déployer en interne dans les différents départements auprès des équipes. La particularité des enjeux des hommes, c'est d'être un cabinet qui va accompagner à la fois sur l'élaboration d'une démarche RSE, mais également ensuite sur le déploiement de cette démarche via des techniques d'accompagnement du changement. Et on a décidé de s'associer donc à deux partenaires pour réaliser ce baromètre dès le démarrage. Donc Ecodev, qui est un confrère qui est spécialisé sur également l'élaboration de démarches RSE, mais aussi la réalisation d'actions très concrètes de mise en œuvre, que ce soit sur la mobilité, sur la biodiversité avec des ruches. Voilà. Et puis enfin, Occurrence, qui est un institut de sondage et qui a réalisé l'enquête auprès d'un panel de salariés français. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé il y a 5 ans de lancer ce baromètre sur la RSE perçue par les salariés? C'était tout d'abord pour mesurer comment est-ce que la RSE elle progressait au sein de l'entreprise, mais pas d'après ce que pouvaient nous raconter des évaluations extra-financières qui d'ailleurs étaient disponibles en général que pour des très grands groupes. Pas non plus, et donc aller regarder ce qui se passe et ce que disent les collaborateurs de leur vraie réalité, de la vraie manière de vivre la RSE dans leur quotidien, que ce soit des grands groupes, mais également des entreprises de taille intermédiaire ou des PME. On voulait également comprendre plus finement comment est-ce que les salariés étaient impliqués dans la démarche de développement durable de leur entreprise. Et puis, on voulait donner aussi aux responsables RSE des clés, des leviers pour les aider à mieux faire leur métier, bien un partage d'expérience. Donc, c'est les trois finalités, c'est les trois objets qu'on a trouvé intéressants de suivre et qui nous ont poussé à lancer ce baromètre. Alors, je vous le disais rapidement tout à l'heure en introduction, pour ceux qui n'étaient pas encore parmi nous, je le répète, cette étude dont on va vous présenter avec Thierry les résultats, elle est d'ores et déjà disponible gratuitement sur notre site internet, le site internet des enjeux et des hommes. D'ailleurs, Thierry, je pense que va vous envoyer là dans le chat un lien pour que vous puissiez cliquer directement dessus et aller récupérer l'étude et la télécharger. Et si jamais il y a un problème pour entendre les enseignements qu'on va présenter là, vous pourrez aussi aller regarder ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Alors,
quelques éléments méthodologiques avant qu'on démarre. Donc, l'étude, la 4e vague de l'étude a eu lieu du 25 octobre au 14 novembre dernier, donc ça fait un peu moins de 6 mois maintenant. On a réalisé une enquête donc online, comme les éditions précédentes, sur un échantillon de plus de 1000 salariés uniquement dans le secteur privé et auprès d'entreprises françaises dans toutes les régions de France, mais avec la particularité d'avoir plus de 250 salariés minimum. Donc, on est plutôt sur des ETI et des grands groupes. On a dans l'échantillon une bonne représentativité, que ce soit au niveau du sexe, de l'âge aussi, il y a une bonne dispersion, des catégories socioprofessionnelles, la géographie, j'en ai déjà parlé, l'ancienneté dans la boîte également, la taille de l'entreprise et les secteurs d'activité qui sont assez divers. Et puis, nouveauté pour cette 4e édition, on a voulu ouvrir davantage les questions à un certain nombre d'acteurs. On avait pour habitude précédemment d'élaborer notre grille de questionnement, notre référentiel, et puis de la soumettre directement à un panel. Et là, on s'est dit que ce serait intéressant, compte tenu des évolutions récentes, que ce soit au niveau réglementaire, mais au niveau de la soft law également, de demander à un certain nombre de nos parties prenantes leur avis et des questions éventuelles à ajouter dans le référentiel et dans le questionnaire. Donc, c'est le cas. Donc, vous avez là les logos des entreprises ou des partenaires qu'on a consultés et qui nous ont permis d'ajouter ou de reformuler certaines questions. Alors, je ne vais pas vous détailler, vous aurez ces éléments, vous détailler tous les éléments de profil des répondants, mais c'est en lien avec ce que je vous disais précédemment. On a une bonne représentativité et au niveau du sexe, au niveau des âges, une bonne dispersion, la situation géographique, voilà, c'est quelque chose qui est assez équilibré. Là, vous avez les éléments sur la taille de l'entreprise, l'ancienneté des collaborateurs dans l'entreprise et le secteur d'activité. Vous pourrez revenir là-dessus. Et puis également sur une bonne proportion de personnes managers et non managers, avec au sein même des managers, des gens à la fois managers de proximité, intermédiaires ou dans des équipes de direction. Voilà, vous avez l'ensemble de ces chiffres. Pardon. Ce qu'on peut retenir au niveau du profil des répondants, on leur a posé la question de c'est quoi votre niveau de sensibilité à la RSE. On a 30% des répondants, c'est le chiffre que vous avez là à l'écran, qui nous disent être engagés dans un certain nombre d'actions qui touchent à la RSE ou au développement durable au sein de leur entreprise. Et 3% qui déclarent à titre personnel, individuel, se positionner ou se définir comme des militants, qui incarnent vraiment et qui agissent sérieusement sur tous ces sujets dans leur quotidien. Alors, une fois qu'on a regardé ces profils-là, en général, quand on pose les questions à nos répondants, il y a une première question qui arrive et qui va nous servir finalement à s'assurer qu'ils ont bien compris de quoi on parle. Et cette question, c'est tout simplement, c'est quoi la RSE pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, pour ne pas être dans un format trop descendant, on a eu envie de vous poser la question. Donc, pour ceux qui le souhaitent, qui ont envie d'interagir avec nous, à votre avis, c'est quoi le pourcentage de gens, donc dans notre panel là, de plus de 1000 collaborateurs, qui ont la bonne définition de ce que c'est que la RSE? Est-ce que c'est 30% des gens qui savent vraiment ce que ça veut dire, ce sigle, ou est-ce que c'est plutôt 85%? Enfin voilà, donc là, n'hésitez pas à aller dans l'onglet chat, dans Converser, et à nous dire, selon vous, il y a combien de personnes, il y a combien de pourcentage parmi tout le panel qui connaissent vraiment la définition de la RSE? Thierry, si tu peux, on prend, je ne sais pas, 15 secondes, et si tu peux me donner les réponses là, qui sont formulées. Oui, alors, c'est des réponses qui vont du plus bas au plus haut, depuis 10% jusqu'à 75%, j'ai vu. Donc, les derniers chiffres indiquent plutôt autour de 50-60%. Oui. On redescend à 19%. D'accord. Il y a des optimistes et des pessimistes. Voilà. Ben, c'était plutôt l'avant-dernier là que tu me citais. On a entre 50 et 60%. On a 54 personnes aujourd'hui des membres du panel qui connaissent la définition de la RSE, sachant qu'on est resté sur quelque chose de très générique, hein, le fait de contribuer dans l'entreprise aux grands enjeux de développement durable. Donc 54% des gens qui ont une bonne définition. Après, pour les autres répondants, on voit que la vision de la RSE, elle est finalement très anglais, focusée sur une thématique bien spécifique de la RSE, que ce soit l'éthique, les ressources humaines, la politique environnementale. La bonne nouvelle, on pourrait se dire à 54%, c'est pas génial. La bonne nouvelle, c'est que par rapport à l'édition d'il y a 2 ans, l'édition de 2017, le baromètre qu'on avait réalisé il y a 2 ans, on a une progression de plus 27% de bonnes réponses.
Donc, ce qui est quand même plutôt encourageant. Autre sujet pour lequel on pourrait se réjouir, c'est qu'on a posé la question de est-ce que vous diriez que vous vous intéressez davantage à ce sujet de la RSE par rapport à il y a quelques années. On a des gens qui nous répondent oui à 86%, donc là c'est quand même assez intéressant. Et nous, on se dit que probablement, on entend de plus en plus parler dans les médias de ces enjeux. On parle beaucoup de climat. Il y a eu un certain nombre de manifestations pour le climat et on était encore en plein dedans quand on a réalisé l'étude en octobre dernier. Beaucoup de préoccupations sociétales. Ce qu'on vit très certainement avec la crise sanitaire et le sujet de notre dépendance va très certainement amener les gens à se questionner davantage. Enfin, voilà. On a un intérêt vraiment croissant depuis quelques années pour ce sujet de la RSE et une meilleure connaissance tout simplement de la définition et du sigle RSE. On a également posé la question au démarrage de est-ce que vous seriez prêt à vous impliquer davantage par rapport à vos aspirations personnelles. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous situez? On a 70% des personnes qui nous disent être volontaires pour s'impliquer davantage dans la RSE. Voilà, donc c'est le mix entre les 31%, 20% et 19%. 17% de gens qui ne savent pas, donc est-ce que c'est parce que je ne connais pas bien la définition? Peut-être. Et puis, j'estime que ça me prend déjà suffisamment de temps, je n'ai pas envie d'en faire davantage, 13%. Donc, on est vraiment sur une minorité d'acteurs aujourd'hui. Et puis enfin, un autre élément intéressant à partager en termes d'introduction, avant qu'on rentre dans les résultats au niveau de l'intégration de la RSE dans les entreprises, on a posé la question, pourquoi finalement ce sujet t'intéresse, tu as envie de te mobiliser? Les deux principaux bénéfices qui sont mis en avant par les personnes, c'est à 45%, je veux un travail qui ait beaucoup plus de sens par rapport à ce que je fais, parce que peut-être que je ne m'y reconnais pas suffisamment tout le temps. Et puis, le deuxième enjeu qui est vraiment important et qui est ressorti fort, c'est je veux contribuer à des grands enjeux qui dépassent le cadre de mon entreprise. Voilà, donc il y a comme une mission d'intérêt général, une mission sociétale que je pourrais réaliser en travaillant dans ce sujet pour telle organisation, pour telle entreprise. Voilà. Voilà, les autres réponses sont moins importantes, mais je vais quand même vous les lire. Je veux développer mes compétences qui arrivent qu'à 25%. Je veux sortir de mon quotidien, faire autre chose, donc être moins en silo, travailler avec d'autres services. Et puis, donc, pareil, le 13-14%, je ne veux pas m'impliquer, je ne veux pas faire davantage. Donc, globalement, ce qu'on voit au niveau des profils des personnes qui répondent, c'est que majoritairement, les gens ont envie de s'engager. C'est un sujet pour lequel ils connaissent davantage les définitions, ils ont envie de s'engager, ils sont plutôt motivés. Et maintenant, ce qu'on va regarder, c'est concrètement comment est-ce que ça se met en place, comment est-ce que ça s'applique au sein d'une entreprise. Alors, on a tout d'abord posé la question de pourquoi est-ce que votre entreprise agit en matière de RSE aujourd'hui. Historiquement, je ne sais pas si vous aviez vu les anciennes versions du baromètre en question. Là, on est sur la 4e édition. Dans les éditions précédentes, on avait quand même majoritairement une raison principale qui arrivait en tête, c'était mon entreprise agit dans le développement durable et sur les sujets de RSE parce qu'en fait, on y est tout simplement contraint réglementairement ou alors parce qu'il y a nos clients qui nous poussent à agir sur le sujet. On perd 9 points entre ce motif-là, se mettre en conformité réglementaire entre il y a 2 ans et aujourd'hui, ce qui est assez intéressant. Alors que pourtant, il y a toujours des réglementations qui arrivent ou alors qui sont en préparation. Donc, c'est assez intéressant de voir cette diminution et la RSE qui est beaucoup moins perçue comme quelque chose que je subis et une conformité réglementaire. On aurait pu s'attendre à peut-être un espèce de vase communicant et à ce qu'au contraire, ce soit la RSE, je le vois beaucoup plus comme une opportunité, une occasion de créer de nouvelles offres ou de développer de nouveaux marchés, de faire en sorte que mes collaborateurs soient plus contents, plus épanouis, enfin, voilà, parce que c'est des sujets dont on entend parler aussi. On n'a pas forcément cet effet-là, puisque vous le voyez, c'est la 3e ligne, là, on a plus 3 points entre cette édition et il y a 2 ans. Donner du sens, développer la fierté d'appartenance à mon entreprise, on ne gagne que 3 points. Par contre, ce qui est assez important, c'est le je ne sais pas, qui arrive finalement en 2e position quand on regarde les résultats. 26%, donc près d'un tiers, quasiment un tiers des répondants nous disent qu'ils ne savent pas pourquoi leur entreprise elle a mis en place une démarche de RSE. Et vous allez voir que ce 26%, ce près d'un tiers de répondants qui nous disent je ne sais pas vraiment pourquoi ma boîte fait ça, on va le retrouver sur plein de réponses. Il y a plein de réponses là qui sont, enfin de questions pardon,
qui sont formulées et pour lesquelles on a des gens qui nous disent bah, « je ne sais pas vraiment pourquoi on fait ça ». Donc, on creusera ce point-là, et notamment dans la partie qui est dédiée à la communication qui est faite et à l'information qui est faite sur les sujets de RSE au sein des entreprises. Donc, globalement, on voit qu'on dépasse le sujet de l'effet de mode ou alors le fait de subir, et que la RSE, elle est quand même beaucoup plus vécue aujourd'hui comme un moyen de faire quelque chose de plus enthousiasmant que juste respecter la réglementation. Et notamment, peut-être qu'on a quelque chose, là, un fil qu'on peut tirer sur donner plus de sens à ce que je fais, à ce que fait mon entreprise, en lien avec ce qui a été dit précédemment. Je veux plus de sens dans mon métier, c'était ce qui ressortait dans les éléments de profilage. Et puis, nous, on ne peut pas s'empêcher de faire un lien aussi avec la raison d'être et le mouvement des entreprises à mission, où on est quand même en ce moment dans une tendance de donner plus de sens à ce que fait l'entreprise et à ce que je fais moi en tant qu'individu au sein de mon entreprise. On a également posé la question, je pense que vous vous en doutez, aujourd'hui, selon toi, ton entreprise, elle se situe comment? Est-ce qu'elle est mûre sur ces sujets de RSE? Est-ce que la démarche, elle te semble robuste, elle te semble solide? Alors là, globalement, même constat, et chiffre encore plus important que précédemment, la démarche RSE, globalement, elle est très peu connue. 45% là, de gens qui nous disent « je ne sais pas du tout ce que fait mon entreprise en matière de RSE ». C'est moins vrai dans les grands groupes, puisque je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais quand on est sur plus de 1000 salariés, c'est l'encadré là qui est jaune, on a 40% des gens qui nous disent ne pas savoir ce que fait l'entreprise, donc c'est un peu moins. Et on peut même se dire que dans une grande boîte, ne pas savoir ce que fait l'entreprise en matière de RSE, c'est quand même un petit peu alarmant. Et puis, plus de 5000 salariés, là on descend encore, on est à 35%. Ce qu'on peut retenir de ce slide-là, c'est aussi que ce qui arrive en deuxième position, finalement, c'est la deuxième ligne. Mon entreprise agit, oui, en matière de RSE, mais uniquement sur quelques actions ponctuelles, ça et là, que ce soit du social ou de l'environnemental ou du sociétal. Donc, c'est bien, il y a des choses qui se font, mais ce n'est pas encore ce que nous, on appelle une vraie démarche structurée et qui tient la route. Et finalement, quand on somme les deux chiffres après, là, en bleu, mon entreprise agit via une démarche globale qui est traduite dans un plan d'action, voilà, décliné dans les différents métiers. Ou alors, les gens qui nous répondent, mon entreprise a fait évoluer son business model dans sa façon de penser, de produire, de commercialiser les offres. Donc, il y a une vraie réflexion pour intégrer la RSE au niveau stratégique de l'entreprise. Donc là, on est finalement qu'à 14 plus 8 à 22% des gens qui nous disent que la RSE, c'est une vraie démarche structurée dans leur boîte. Donc, ce constat, il est quand même un petit peu décevant. Ah, ouais, j'avais loupé une slide. Naturellement, on pose la question derrière, au-delà de comment votre entreprise agit aujourd'hui selon vous, est-ce que selon vous, il y a un vrai changement qui a été opéré sur ce sujet de la RSE dans votre entreprise? Et là, forcément, vu que le slide d'avant, il n'y a que 22% des entreprises qui nous disent qu'il y a une vraie démarche selon eux qui tient la route. Alors, il n'y a pas de miracle. 15% des salariés identifient des changements profonds dans leur entreprise liés donc, à ces sujets de RSE, de vraies transformations concrètes. On a majoritairement donc 56% des gens qui nous disent que les actions de RSE vont toucher certaines fonctions, que ce soit donc QHSE, c'est qualité, hygiène, sécurité, environnement, ou alors peut-être uniquement à la fonction achat, uniquement à la communication ou à l'IT, le green IT. Voilà, donc c'est clairsemé. C'est inexistant pour 6% des gens, il y a zéro transformation, on continue business as usual. 23% des gens qui disent que ça impacte fortement les plans d'action. Donc fortement les plans d'action, mais c'est certains plans d'action. Et puis, transforme profondément l'entreprise dans les choix stratégiques, dans les acquisitions de boîtes qu'on décide de faire, dans l'organisation en interne, on est uniquement sur 15%. On pose la question de, pour que ça change et pour qu'on aille plus loin, qu'est-ce que devrait faire l'entreprise selon vous? D'où est-ce que ça doit venir l'impulsion en matière de RSE et ça doit être incarné et porté par qui en priorité? Là, je pense que sans surprise pour vous, c'est la direction générale, c'est à la direction générale qu'incombe d'incarner ce changement dans la manière de conduire le business. 74% des gens nous disent que ça doit être avant tout incarné et porté par la direction générale. Et puis en deuxième position, c'est assez classique aussi, c'est les managers à 46% qui doivent porter les sujets. Mais porter les sujets pour le manager, ce n'est pas uniquement en parler, l'évoquer et dire que c'est important, c'est aussi donner les moyens aux équipes de pouvoir travailler le sujet de la RSE. Vous allez voir, on va revenir sur ce sujet du manager juste après, parce que
parce que c'est là qu'on peut rencontrer des freins dans le déploiement très concret de la RSE. Donc, justement, sur ces freins, quels sont aujourd'hui les principaux freins qui font que ça ne fonctionne pas et que la RSE n'est pas suffisamment déployée ou portée au bon niveau? Les managers arrivent en tête. Les managers ont d'autres priorités, et notamment des priorités business. Il y a une méconnaissance du sujet en interne pour 39%. Et puis, un troisième élément, mais qui est très lié finalement au sujet des managers, on manque de moyens. On n'a pas de temps nécessaire pour bosser le sujet et on n'a pas de budget conséquent aussi pour pouvoir traiter de ce sujet. Et donc ça, c'est directement corrélé finalement au premier point sur les managers, puisque c'est a priori au sein de l'équipe, on doit décider du temps, quand on définit les objectifs annuels, du temps à consacrer sur chacune des missions et d'un éventuel budget qu'on affecte aux différents projets qui vont être conduits, et notamment au projet RSE. Donc, la méconnaissance du sujet, elle est certes pénalisante, mais également le fait de se donner les moyens, et c'est absolument pas, mon propos pour stigmatiser les managers, qui ont par ailleurs plein de choses à gérer, mais donner les moyens aux managers, au-delà des vœux pieux et des intentions qui sont faites par la direction générale, donner les moyens aux managers de pouvoir mettre en œuvre très concrètement des actions de développement durable au sein de leurs équipes ou au sein des business units ou des départements. Et puis enfin, on a posé la question sur comment est-ce que ça vit, ce sujet de la RSE aujourd'hui chez vous. Dans votre quotidien, comment est-ce que vous êtes impliqué, comment est-ce que vous êtes associé, comment est-ce que vous travaillez sur les sujets de RSE? On a uniquement 8% des gens qui sont invités à intégrer la RSE dans leur pratique métier, dans leur pratique professionnelle au quotidien. Donc, ce chiffre est très, très faible. Si on le compare à toutes les déclarations et toutes les communications qu'on peut lire de la part de nombreuses entreprises sur ce qui est fait en matière de développement durable, aujourd'hui, très concrètement, d'après ce que nous déclarent les gens, bien évidemment, on a 8% des gens qui nous disent que c'est quelque chose qui est vraiment dans mon quotidien. 44% des gens, donc la majorité des répondants, nous disent qu'ils ne sont pas du tout impliqués dans la démarche. 23% qui sont impliqués, mais uniquement dans des actions ponctuelles. Et c'est majoritairement lors de la semaine du développement durable, lors de la semaine de la qualité de vie au travail, lors d'événements comme ça récurrents qui arrivent dans l'année, que je vais pouvoir agir. Mais ces événements, ils ne sont pas directement, vous vous en doutez, corrélés à ce que je fais et à l'impact de mes activités pour limiter finalement mes impacts sociaux, améliorer mes impacts sociaux, sociétaux ou limiter mes impacts environnementaux. Caroline, et puis, oui, vas-y Thierry. Alors, il y a une question, je voudrais t'interrompre, il y a une question de Anne Larivière qui dit « Pensez-vous que le manque de moyens alloués à la RSE est lié au fait que le retour sur investissement des actions RSE est difficilement mesuré par les directions générales ?» Complètement. Aujourd'hui, il n'y a pas de vrai contrôle de gestion de la RSE. Bien que les premières personnes qui ont commencé à faire de la RSE, de l'environnement dans les boîtes plutôt industrielles, on venait du monde de la qualité, avec l'ISO 14001 qui était très collé à l'ISO 9001. Mais malgré tout, on n'a pas cette rigueur ou cette habitude, quand on travaille sur les sujets de développement durable dans les entreprises aujourd'hui, de monitorer et de faire un suivi très précis de combien je vais mettre d'argent, combien ça va me rapporter, à quelle échéance. Donc ça, c'est sûr que c'est une difficulté, mais attention aussi à ne pas vouloir peut-être trop s'enfermer dans ces logiques-là. Donc il faut vraiment trouver le bon milieu, le juste milieu, parce qu'aller vers des logiques de ROI et uniquement vers des logiques de ROI, forcément, vous en doutez, mais forcément pour la RSE, ça peut nous pénaliser. Parce qu'on est sur des temps longs, parce certes, on va avoir quelques actions qu'on va pouvoir lancer et qui vont rapporter des résultats rapidement, les fameux quick wins là, dont on peut parler ou dont certains ont peut-être entendu parler. Mais on ne va pas se mentir, il y a certaines actions qui nécessitent beaucoup plus de temps. Et donc, rentrer uniquement dans une logique économique et purement économique en valorisant une valeur financière, c'est quelque chose qui peut être, qui peut in fine, contraindre et bloquer certaines actions de long cours et de fond et qui nécessitent quand même d'être investi, d'être engagé. Donc, ce qui serait intéressant et ce qu'on commence à observer chez certaines entreprises, c'est à la fois montrer et valoriser les bénéfices en termes de création de valeur financière, mais également
qu'est-ce que je gagne en termes de création de valeur sociale, donc sur une qualité de vie au travail peut-être au niveau de mes collaborateurs, sur une meilleure performance environnementale. Et puis également, regarder ce qui se passe au niveau de mon écosystème. Donc, on parle de parties prenantes. Donc, c'est les gens qui sont autour de moi, qui sont plus ou moins directement impactés par mes activités. Et comment est-ce que le fait d'engager des actions de responsabilité sociétale va, in fine, me permettre de sécuriser mon droit d'opérer, mais au-delà de ça, de créer davantage de valeur avec les gens qui sont autour de moi. Et donc, une fois, je dis ça, c'est très compliqué à réaliser, hein, mais rentrer dans cette logique de valoriser la création de valeur financière et extra-financière, oui, ce n'est pas suffisamment fait, ça devrait être renforcé pour finalement essayer de mieux convaincre, mieux embarquer des directions générales qui seraient pas, qui nécessiteraient de l'être. Ouais. Mais pas uniquement, je le redis, hein, je me répète, pardon, mais pas uniquement sur le ROI et uniquement un indicateur financier parce qu'on se tire un petit peu une balle dans le pied. Voilà, je ne sais pas Thierry s'il y a eu un retour de Anne ou d'autres questions. Alors oui, deux petits retours très rapidement. Effectivement, cette tendance par exemple de Annabelle qui dit que ça pourrait changer un peu avec le coronavirus ou le Covid, car les études montrent que les entreprises impliquées dans la RSE sont plus résilientes. Oui. J'ai répondu qu'effectivement, on avait pas mal de retours là-dessus. Et il y a une question de Sandrine qui dit observez-vous des différences sur ces chiffres selon les secteurs, industrie, services, et selon les départements de l'entreprise, salariés, marketing, commercial, usine, prod, informatique, etc. Alors là, je n'ai pas les chiffres directement là, sur les secteurs, mais c'est quelque chose qu'on peut ressortir, Sandrine, et qu'on pourra vous renvoyer. Donc, je me le note. Hein, et aussi de Caroline, qui était intervenue tout au début, qui parlait aussi des territoires, et en particulier de la différence qu'il peut y avoir entre la métropole et les DROM, les DOM-TOM. Nous, on était dans l'échantillon, on n'était que sur la métropole, malheureusement. On n'avait pas les DOM-TOM. Donc, on ne va pas pouvoir avoir ce chiffre. Mais en tout cas, pour ce qui est des secteurs, on va pouvoir vous transmettre les informations là, sur ces réponses-là. C'est le slide, je regarde juste. Ok, slide 23. Ok. C'est bon, Thierry? Oui, oui, tout à fait, c'est bon. Ok. Alors, une fois qu'on a regardé comment est-ce que concrètement ça vivait et ce que nous disaient les salariés de la réalité de la RSE dans leur quotidien, on a ensuite, dans ce baromètre, ce qu'on regarde beaucoup, c'est comment est-ce qu'en tant que collaborateur, vous êtes impliqué dans la RSE, comment est-ce que vous êtes associé. Donc là, on est sur quelque chose qu'on a déjà évoqué là, tout à l'heure ensemble dans la deuxième partie. On a un déficit d'information flagrant sur la démarche RSE des entreprises. La question posée sur ce slide, c'était sur une échelle donc de 1 à 10, comment évaluez-vous votre niveau d'information sur la démarche RSE de votre entreprise? Et globalement, ce qu'on voit, donc la moyenne est à 4,8, on a 71% des répondants qui déclarent être mal informés sur le sujet. Nous, on part du principe que quelqu'un qui répond 6 sur 10, ouais, je connais 6 sur 10, bah, c'est qu'il n'a pas osé mettre 5, et puis c'est que globalement, il dit oui, je connais un peu de choses, mais si on le questionne en détail sur, ok, très concrètement, alors il y a combien d'axes, c'est quoi nos enjeux principaux, est-ce qu'on a des objectifs pour 2025, là, il va être un peu sec. Donc voilà, quelque chose de plutôt, qui tient la route selon nous, c'est quelqu'un qui répond oui, je connais bien, donc je suis à 7 ou 8 ou 9, voire 10 sur 10. Et donc, si on part de ce principe-là et si on applique ce seuil-là, on a 71% des répondants qui nous disent, qui sont finalement mal informés sur la démarche RSE de leur entreprise. On pose la question, comment est-ce que vous êtes informé? Comment est-ce qu'on vous associe? Par quel moyen principal votre entreprise engage-t-elle ses équipes dans la RSE? Si je reprends la question de manière détaillée. Alors, principalement, 39% par de l'information. Je reçois des newsletters, des affichages en arrivant au bureau. On a aussi, dans certaines réunions d'information, à un moment donné, un point sur la RSE ou sur une démarche environnementale. 21% des gens nous disent, donc ça c'est la majorité des répondants aujourd'hui, c'est de l'information descendante qui m'est communiquée. 21% des gens nous disent, je suis associé, certains salariés sont associés à l'élaboration de la démarche, mais ça reste une minorité d'acteurs. Et puis 19% des gens nous disent qu'ils sont associés de manière descendante,
et on va demander finalement à certains employés de mettre en œuvre des plans d'action, mais la stratégie ou la démarche a déjà été formalisée. Et puis finalement, c'est quand ça arrive au niveau des équipes, là, je dois mettre en place certaines actions. Et donc, c'est dans cette exécution que je suis associée. 6% des gens nous disent qu'ils sont associés via l'écoute de l'opinion des employés. Donc, c'est quand même assez faible. Et puis, 15% de je ne sais pas vraiment comment est-ce que mon entreprise, elle engage ses collaborateurs. Donc, globalement, quand on voit ça, on est majoritairement sur un mode d'application qui est hyper passif. Il y a de l'information qui est descendante. Et donc, finalement, on pose la question sur est-ce que vous seriez OK, est-ce que vous seriez d'accord pour être force de proposition et être moins dans cette posture d'exécution, mais davantage dans une posture active, de co-construction et d'être acteur sur ces sujets. On a un oui à 67%. Donc, ce qu'on en conclut, c'est qu'il y a un véritable levier qui est inexploité aujourd'hui, un levier d'engagement des collaborateurs qui est inexploité. Ils ont majoritairement envie d'agir sur le sujet. On pose la question aussi de comment est-ce que, au-delà de l'information ou la consultation sur des sujets, comment est-ce qu'on vous permet dans votre entreprise de monter en compétence sur le sujet de la RSE? Est-ce que vous avez reçu des formations au cours de ces 3 dernières années sur le sujet? Non, pour 65% des répondants. Pour info, le petit chiffre en italique que vous voyez là, en dessous, 87%, c'était les chiffres de la dernière édition d'il y a 2 ans. Donc, il y a 2 ans, 87% des gens nous disaient ne pas avoir reçu de formation. Donc, ça, c'est un point positif, puisqu'on a plus de personnes formées. Par contre, quand on regarde dans le détail et qu'on regarde la nature de ces formations, on a 14% des gens qui nous disent, donc c'est le orangé, un peu saumon, la rose, 14% des gens qui nous disent oui, j'ai eu une information, mais c'était quand même plutôt de la sensibilisation sur les grands enjeux finalement, et puis l'engagement de ma boîte sur le sujet. Donc, ce n'est pas ce qu'on peut appeler une véritable formation. 14% également des gens qui nous disent oui, j'ai été formé, mais pas sur la big picture, pas sur vraiment tous les enjeux du développement durable et en quoi est-ce que c'est lié aux impacts de mon entreprise par rapport à une chaîne d'activité globale. Non, c'est plus sur une thématique en particulier qui est notamment en lien avec mon métier, ou alors tous les collaborateurs ont été formés à l'éthique ou à l'intégrité, ça fait partie du tronc commun. Voilà. Donc, c'est via un sujet, une thématique. On a finalement 5% des gens qui nous disent avoir suivi une formation sur tous les grands enjeux de la RSE, et puis 2% des gens, hyper faibles, qui disent avoir suivi une formation qui allait jusqu'à la manière, au-delà des grands enjeux, la manière de très concrètement l'intégrer dans mon métier. Donc finalement, on a 93% des salariés qui n'ont pas reçu ce que nous, on appelle chez Des Enjeux et des Hommes une vraie formation à la RSE, parce que ce n'est pas le tout d'avoir un très joli panorama ou alors une sensibilisation, c'est and so what, quoi, et comment est-ce que concrètement ensuite j'agis dessus et je peux en faire quelque chose. Donc on a 93% aujourd'hui des gens qui n'ont pas accès à ce type de formation et donc pour lequel forcément c'est très compliqué de l'inscrire ensuite dans son quotidien. On a également posé la question de la formation en durée cumulée sur ces 3 dernières années. Combien de temps est-ce que ça vous a pris? Et donc là, on a en moyenne moins d'1 jour qui est dédié à une formation sur la RSE et l'implication dans les métiers. Voilà. Entre 1 heure et une demi-journée, 41%, rien du tout, 28%, plus de 2 jours, 6%, 2 jours, 8% et 1 jour, 17%. Donc, ça atteste aussi finalement, on parlait de moyens tout à l'heure, on ne donne pas suffisamment les moyens et c'est le principal frein pour pouvoir faire progresser ces sujets. Pour bien faire avancer les sujets, il y a aussi, je pense que vous vous en doutez, j'enfonce une porte ouverte, mais il faut que je sache de quoi on parle, il faut que je sache comment est-ce que j'agis. Et pour savoir comment est-ce que j'agis, c'est très concrètement identifier là où sont les impacts les plus importants et puis ensuite, je mets en place un plan d'action. Et donc, ne serait-ce qu'avoir cette compréhension du sujet, qui pour nous est la base démarrée par une sensibilisation, une information, une formation sur le sujet, aujourd'hui, c'est sous-calibré. Puisque donc, moins d'1 jour pour traiter et à la fois les grands enjeux et la manière de l'intégrer. Il y a peut-être un plan d'action très spécifique sur ce que je mets en place. Moins d'1 jour, c'est quand même un petit peu léger pour arriver à faire ce travail-là d'une bonne manière, au bon niveau.
quels sont les leviers? Donc, OK, vous êtes majoritairement informé. Et on voit bien que cette information, elle ne fonctionne pas très bien, puisque finalement, si vous deviez présenter et parler de la démarche RSE de vos entreprises, on sent bien que vous n'êtes pas forcément à l'aise. Vous avez envie d'être davantage associé et vous déclarez être suffisamment formé. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour finalement permettre de renforcer la démarche de responsabilité sociétale au sein de votre entreprise? Quels sont les 2 principaux leviers selon vous? Là, ce qui ressort principalement, c'est qu'on vous donne les moyens. Donc, c'est la 2e fois qu'on le voit apparaître, celui-ci. J'ai besoin de temps, j'ai besoin qu'on me dise très clairement c'est quoi les objectifs que je dois atteindre, et j'ai besoin d'outils, donc que j'ai un gabarit, un outil Excel qu'on met à ma disposition. Enfin, voilà. C'est des choses qui semblent vraiment évidentes quand on les lit, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la réalité des entreprises, ou en tout cas dans le panel qu'on a consulté, aujourd'hui, les gens n'ont clairement pas le temps, ils ne savent pas dans quelle direction ils doivent avancer, c'est pas clair, et puis ils n'ont pas d'outils pour les aider. Et puis, ce qui arrive en 2e position, assez proche, et qui est très lié, j'ai besoin qu'on m'explique vraiment de quoi on parle et comment est-ce que je l'applique à mon métier. Donc là, je pense que vous en doutez, il y a un lien direct avec ce qu'on vient de voir précédemment sur la formation. Et puis ça, alors c'est un peu moins vrai pour les managers. Les managers, c'est le petit picto qui est à côté là, du 46% avec la cravate. Donc c'est un peu moins vrai. Ils voient davantage, a priori, comment est-ce qu'ils avancent. Et voilà, on est plus de la moitié des non-managers qui nous disent que c'est très flou et donc j'ai besoin de davantage cadrer les choses. Et puis enfin, dans le top 3, là, sur les principaux leviers et les choses à développer en entreprise, j'ai besoin qu'on me propose des actions concrètes à mener. Donc, ça veut dire, nous, ce qu'on extrapole, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, et il peut y avoir des informations qui circulent et que reçoivent les collaborateurs, mais ça reste très déconnecté finalement de ce qu'ils vivent, et il y a un vrai besoin d'accompagnement, de pédagogie et d'accompagnement des équipes pour les aider à mettre en œuvre. Et ça, vous le voyez là sur le petit picto sur le slide, c'est plus vrai pour les managers que pour les non-managers. Les managers ont besoin à 46% qu'on leur dise, voilà, très concrètement, ce que je dois mettre en place. Caroline? Oui, Thierry. Oui, donc il y a une question qui demande si ces chiffres ont évolué depuis 2017. Et j'en profite juste pour un petit rappel. Il reste à peu près un quart d'heure de présentation si on veut garder 10 minutes de questions-réponses à la fin. Tout à fait. Oui, tout à fait. Je vais aller un peu plus vite. Alors, pour la question sur comment est-ce que ça évolue depuis les éditions précédentes, malheureusement, et c'est un peu plombant, les principaux leviers, et d'ailleurs les freins, restent les mêmes. Et alors, il n'y a pas d'écart. Là, si vous n'avez pas de chiffres et de comparaison par rapport aux éditions précédentes, versus tout à l'heure, on voyait 86% qui étaient en italique et en gras là sous le chiffre. Quand il n'y a pas cette comparaison par rapport à l'édition précédente qui est proposée, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'écart significatif. Et donc, on a moins de 3 points d'écart entre l'édition précédente et cette édition annuelle. Et donc, malheureusement, les freins ou les leviers restent les mêmes. Et on est toujours sur les mêmes sujets. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut agir, donner plus de moyens, donner plus de directives et former les gens pour qu'ils sachent dans quelle direction aller. Alors, j'enchaîne du coup pour tenir le timing et qu'on puisse avoir un temps d'échange à la fin un peu plus important. On l'a bien compris, il y a un vrai problème au niveau du relais managérial. On a posé la question, quel rôle joue votre manager direct aujourd'hui dans la diffusion de la RSE? Et on a uniquement 14% des répondants qui nous disent que leur N+1 est vraiment moteur dans la diffusion de la RSE. Et ce 14%, c'est le 11% de personnes qui nous disent que le manager, il est acteur sur le sujet, il cherche à faire avancer le sujet au sein de l'équipe. Et puis, le 3% de personnes qui nous disent que le manager est vraiment moteur dans la transformation de l'entreprise dans tous les domaines. Donc ça, effectivement, si le manager n'est pas lui-même informé, qu'il n'a pas de directive, qu'on ne lui donne pas de moyens et qu'il a plein de contraintes par ailleurs, c'est un peu compliqué pour lui de, en plus, embarquer ses équipes et intégrer le sujet de la RSE dans tous les points hebdo, par exemple, qui vont être mis en place au sein de sa cellule, au sein de son équipe. Petite question, c'est la deuxième et la dernière. À votre avis, au regard de ce qu'on vient de se dire là, depuis le début de ce webinaire, depuis 14 heures, il y a combien de répondants qui ont déclaré être objectivés sur la RSE?
Donc, par là, la question qu'on leur avait posée, c'est est-ce que très concrètement, dans votre entretien annuel, vous avez un objectif qualitatif qui porte sur la mise en place d'une action RSE, le succès d'une action RSE. Donc, pareil, n'hésitez pas, pour ceux qui ont envie de jouer le jeu, à aller dans la partie conversée, là, et à nous dire combien, selon vous, de gens ont des objectifs, donc, suite à leur entretien annuel d'évaluation, combien ont des objectifs sur les RSE. Est-ce que c'est 85% non? Est-ce que c'est 5%? Voilà. Donc, et pareil, Thierry, si tu peux me dire là ce qui arrive. Oui, oui, tout à fait. Alors, on est plutôt sur des chiffres très bas. On parle depuis 0, moins de 5%, 8%, 10%. Je vois le maximum apparemment, c'est 10%. Il y a quand même, 10%? oui, Ouais. 2-3%, 10% max. Donc, on est plutôt en dessous de 10% en tout cas. Ok. Alors, je ne sais pas du coup si les gens avaient répondu, si vous aviez répondu initialement sur d'où vous venez, quel est votre profil. C'est vrai que nous, dans les choses… Oui. Non, ils ont pas vraiment répondu là-dessus, mais on pourra peut-être échanger à l'issue de… Oui. Ça marche. Alors, il y a un biais peut-être… Moi, je pense que si on m'avait posé la question à votre place, j'aurais répondu ça aussi, entre 0 et 5%. On était là sur des ETI, et donc les entreprises de taille intermédiaire, à partir de 250 collaborateurs, on se dit que je peux avoir éventuellement une pression d'un gros donneur d'ordre, et puis les plus grosses boîtes, après, de toute façon, j'ai des contraintes réglementaires, donc je dois agir sur le sujet. Donc, il y a sûrement un biais là qui fait que le sujet il est un petit peu plus mûr dans ce type de structures qui sont plus grosses que dans des entreprises, que dans des TPE ou des PME. Donc la réponse, suspense, c'est qu'on a 16% aujourd'hui des répondantes qui déclarent être objectivées, avoir des objectifs sur des objectifs RSE. Alors certes, hein, c'est mieux que 5% ou 0%, mais c'est quand même hyper faible. Quand on se dit que, en fait, si je ne suis pas objectivée, et enfin, si je n'ai pas d'intérêt ou de carotte à agir sur le sujet, fatalement, c'est un peu plus compliqué de l'intégrer dans ma to-do list. Quoi. Voilà. Alors après, avant-dernière partie de notre baromètre, ce qu'on regarde, c'est la gouvernance de la RSE. Je ne sais pas si c'est un terme qui parle à tout le monde, mais quand on dit gouvernance de la RSE, c'est comment est-ce que la RSE, le développement durable, il est organisé au sein d'une entreprise. Qui pilote le sujet? Est-ce que le ou la directrice RSE a une équipe? L'équipe fait quelle taille? Est-ce que cette personne, elle est épaulée par des sortes de correspondants dans différents départements? Ou alors à l'international, voilà, est-ce qu'il y a un réseau qui est créé? Est-ce que le sujet de la RSE, il est traité, il est discuté au niveau d'un comité de direction? Est-ce qu'il y a un sponsorship par vraiment une représentation par les membres du comité de direction des différents sujets? Donc voilà, la gouvernance de la RSE, comment est-ce qu'on parle de RSE au conseil d'administration? Voilà. Donc tout ce sujet de la gouvernance, c'est comment la RSE, elle est organisée au sein d'une entreprise. Et donc, on a tout d'abord regardé, et ça c'est des questions qu'on pose à chaque édition qui sont importantes pour nous et qui sont surtout importantes pour peut-être vous qui écoutez et qui êtes en charge de la RSE au sein d'une entreprise. Considérez-vous que la personne qui est en charge de la RSE aujourd'hui au sein de votre entreprise, elle est soutenue par la direction générale pour faire avancer les projets? Oui, à 62%. Et pour cette réponse, mais vous allez le voir en fait pour toutes les autres réponses de ce slide et du slide qui suit, c'est globalement très encourageant parce qu'on gagne en moyenne entre 6 et 10 points entre cette édition et l'édition d'il y a 2 ans. Donc, globalement, je vais aller un petit peu vite pour qu'on tienne le timing. Vous aurez les slides, hein, rassurez-vous. Oui, la personne, elle est beaucoup plus soutenue. Enfin, elle est soutenue par la direction générale à 62%. Et donc, par rapport à l'édition précédente, je ne sais pas si vous voyez, c'est le 54% et la petite flèche, là, hein, on gagne des points. Est-ce que vous considérez que la personne qui est en charge de la RSE dans votre entreprise, elle a les compétences techniques nécessaires pour porter le sujet? Oui, à 59%. On gagne 13 points par rapport à il y a 2 ans. Est-ce que, selon vous, elle est rattachée au bon niveau hiérarchique? Oui, à 57%. On gagne là 12 points par rapport à il y a 2 ans. Est-ce qu'elle a le bon profil pour porter les sujets? Oui, à 57%. On gagne 13 points. Est-ce qu'elle peut s'appuyer sur des relais? Donc des relais, soit au niveau de la direction, au niveau des fonctions support, donc au niveau d'un siège, ou alors au niveau d'un réseau de correspondants dispatchés dans des filiales ou dans différents sites sur le territoire. Donc oui, elle peut s'appuyer sur des relais à 52%. On gagne 10 points par rapport à il y a 2 ans.
Est-ce qu'elle a le leadership nécessaire, selon vous, pour porter les sujets? Oui, à 51%, on gagne 11 points. Et malheureusement, le seul item sur lequel on perd des points, est-ce qu'elle dispose des ressources nécessaires pour bien faire son boulot? Donc, est-ce qu'elle a une équipe qui est suffisamment importante? Est-ce qu'elle a suffisamment de temps, d'argent? Et là, on perd 2 points par rapport à il y a 2 ans. On est à 43% de gens qui disent qu'elle n'a pas suffisamment de moyens aujourd'hui, cette équipe RSE. J'avance. Selon vous, quelle place va prendre la RSE dans votre entreprise d'ici à 5 ans? Globalement, on a la moitié des gens qui nous disent qu'elle va prendre une place plus importante. On a 45% des gens qui nous disent que ce sera la même place qu'aujourd'hui et uniquement 5% des gens qui nous disent que ça prendra une place moins importante. Donc, nous, on souhaite rester optimiste. Aujourd'hui, la RSE, on a quand même de plus en plus de réglementations, soit qui existent, soit qui vont arriver. Et au-delà d'une réglementation, enfin, d'une vraie réglementation, on a également des pratiques de place qui s'imposent. Donc, la même place qu'aujourd'hui, c'est intéressant. Une place plus importante pour 50% des gens. Voilà, on se dit que c'est quelque chose de plutôt positif et qu'a priori, ils voient que quelque chose se passe dans la boîte et que ça va déboucher sur des actions beaucoup plus fortes et plus ambitieuses à moyen terme. Et puis, avant qu'on passe aux questions, je vois qu'il me reste 2 petites minutes. On ne pouvait pas ne pas poser la question de la raison d'être parce qu'on en entend parler depuis 18 mois. On n'entend parler que de ça pratiquement dans le microcosme de la RSE depuis 18 mois. Si vous ne savez pas ce que c'est, d'ailleurs, je vais peut-être la raison d'être, je ne sais pas s'il y a des questions, Thierry, mais la loi PACS, le projet de loi PACS qui a été voté il y a 1 an maintenant, donc au printemps 2019, comprend notamment des éléments sur la RSE, et un de ces éléments, c'est la possibilité pour les entreprises qui le souhaitent de se doter de manière volontaire d'une raison d'être. Et c'est quoi une raison d'être? Mais peut-être que vous le savez tous, et donc je ne vais pas être très longue. C'est finalement une définition de ce pourquoi mon entreprise est là aujourd'hui et en quoi est-ce que mon entreprise, elle contribue à créer de la valeur pour la société. Créer de la valeur sociétale, de la valeur donc certes économique, mais de la valeur sociétale, environnementale, sociale pour mes collaborateurs, sociale pour mes parties prenantes. Voilà. Donc, la raison d'être, elle doit définir en quoi est-ce que mon entreprise, elle apporte quelque chose de positif et elle crée un impact positif sur la société. Donc, on a posé la question, est-ce que votre entreprise, elle a formulé une raison d'être? Est-ce que ça vous parle, ce sujet? Je ne sais pas, 55%. Bon, ça reste aussi, on ne va pas se mentir, un sujet plutôt d'initié. Oui, 13% des gens nous disent que oui, l'entreprise a formulé une raison d'être. Non, mais c'est prévu, c'est en cours. Donc finalement, on a 27% des gens qui nous disent que l'entreprise travaille sur le sujet de la raison d'être. Et non, mais a priori, ce n'est pas prévu, 18% des gens. Et puis, dernière question, laquelle de ces affirmations correspond le plus à votre opinion sur ce sujet de la raison d'être? On avait des propositions de réponse. On a 33% et donc la majorité des gens qui nous disent que la finalité d'une entreprise, c'est d'être rentable et que le fait de définir une raison d'être, c'est finalement avant tout une opération de marketing. Hein. C'est un petit peu, alors on ne va pas dire du greenwashing, mais il y en a qui parlent de mission washing. Donc voilà, donc c'est une manière d'améliorer son image, mais ça ne va rien changer très concrètement sur ce qui se passe clairement dans la maison. Donc ça, c'est la majorité des gens qui pensent ça aujourd'hui, c'est un tiers des répondants. On a 31%, donc très proche, des gens qui nous disent qu'avec la raison d'être, plus l'entreprise donne du sens à son activité, à ce qu'elle fait, et plus elle va créer de la valeur et davantage de valeur. Donc c'est une manière finalement, oui, c'est un exercice qui démarre peut-être par de la communication, mais c'est une manière de bien reposer les choses et de mieux driver, mieux orienter ensuite les actions. Donc 31% des gens qui pensent ça. 26% des gens, la raison d'être permet aux entreprises de se fixer des objectifs au service de l'intérêt général et pas uniquement au service des objectifs financiers. Donc, c'est un vrai intérêt pour mieux valoriser l'extra-financier dont on parlait tout à l'heure, hein, l'environnemental, le social, le sociétal, la gouvernance. Et puis, 10% des gens qui nous disent que la raison d'être d'une entreprise, avant tout, c'est de créer de l'emploi. Et donc, on doit uniquement regarder ce critère-là. Voilà. Sachant que sur ces réponses-là, on était aussi sur du verbatim et donc on a réorienté aussi et redispatché les réponses pour recréer des clusters, pour recréer des regroupements. Donc, c'est assez mitigé. Hein, vous en rendez compte, je pense, hein, sur ce slide, sur la manière dont la raison d'être est perçue.
Certes, il y a près d'un tiers des gens, des entreprises, il y a 6 mois, qui nous disaient oui, oui, on travaille sur le sujet. Mais globalement, c'est quoi votre opinion sur la raison d'être? On voit qu'il y a quand même pas mal de réticence, en fait, hein, sur ce sujet de la raison d'être. Et que pour les personnes qui y croient et qui pensent que ça a un véritable intérêt, il y a un véritable enjeu de ne pas se louper, de ne pas faire n'importe quoi. Et au-delà d'avoir défini une magnifique raison d'être, il faut ensuite mailler avec la stratégie RSE et voir comment est-ce qu'on rebooste, on rehausse peut-être les objectifs RSE, les engagements qu'on se donne, d'autant plus dans le contexte actuel qu'on vit. À un moment donné, il faut une cohérence aussi entre ce qu'on peut marketer, raconter, et puis ce qu'on fait concrètement au sein de l'entreprise. Alors, pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin sur le sujet de la raison d'être, sachez qu'on a organisé la semaine dernière un webinaire sur le sujet de la raison d'être et que vous avez la possibilité de le visionner sur notre chaîne YouTube. Thierry va vous envoyer le lien là directement dans l'onglet conversation si ça vous intéresse et que vous voulez voir et entendre ce qui a été dit. On a également publié une note de positionnement qui propose un retour d'expérience des premières missions qu'on a réalisées sur le sujet de la raison d'être avec les écueils à éviter, avec des conseils. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder pareil sur notre site. Thierry va vous envoyer le lien pour consulter cette publication, cette note de positionnement et peut-être ça puisse vous aider sur la mise en œuvre de votre raison d'être. Et puis enfin, on organise une masterclass à ProDurable en septembre prochain, normalement en septembre prochain, on verra si la date est décalée ou pas, sur le sujet de la raison d'être, comment la définir, la faire vivre, avec qui et pourquoi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à vous positionner et à vous inscrire. Donc finalement, les grands enseignements qu'on peut retenir de ce benchmark, je vais le lire très vite pour qu'on ait du temps pour interagir, c'est qu'il y a un intérêt prononcé croissant pour le sujet de la RSE, mais que le sujet de la RSE ne fait pas l'objet d'un véritable plan d'engagement et d'un plan de transformation aussi aujourd'hui dans les entreprises. La démarche, elle n'est pas toujours positionnée au bon niveau. On parle encore beaucoup de réglementation qui arrive quand même en première position. Il y a des sujets qui sont méconnus, donc il y a une vraie nécessité de faire de la pédagogie sur les enjeux business, les véritables enjeux business qui ont de forts impacts, et de faire le lien entre ces enjeux forts et puis le raccorder donc à la démarche RSE, à la raison d'être, et puis faire le lien finalement entre le plan stratégique de l'entreprise et puis la RSE. Il y a un manque, on l'a vu, d'impulsion managériale aujourd'hui, et il y a un véritable besoin d'accompagner, d'aider les managers, de leur donner les moyens pour pouvoir se saisir de ce sujet. Mais bonne nouvelle, c'est qu'on a des signaux encourageants au niveau de la fonction du responsable ou de la responsable RSE. La fonction, on l'a vu, sur tous ces chiffres, il y avait plus 10% minimum, elle s'incarne, elle est beaucoup plus légitimée et elle est davantage rattachée au bon niveau. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Thierry, je vais peut-être te laisser Oui. me les formuler. N'hésite pas aussi, toi, Thierry, à répondre s'il y a des choses qui te viennent. Oui, mais c'est ce que je fais, c'est ce que j'essaie de faire maladroitement probablement, mais j'essaie de le faire. Alors, il y a une question rapide et une question presque de l'ordre de Nostradamus, mais la première question rapide, c'est est-ce que les objectifs RSE dont on a parlé tout à l'heure, ils sont plutôt, selon toi, destinés aux managers uniquement ou à l'ensemble des salariés? Ah non. Oui, pardon, vas-y, je t'écoute. Non, voilà, j'ai fini la question. Ah non, les objectifs RSE. Alors oui, donc déjà, à minima, c'est bien que le manager il puisse en avoir lui aussi, parce que c'est très clairement, après, c'est compliqué de le faire appliquer à ses équipes. Mais idéalement, c'est bien aussi que ça descende au niveau des salariés. Alors, peut-être pas tous les salariés, il faut qu'on y aille sûrement par étapes, mais en tout cas, là où il y a des métiers ou des fonctions qui sont clés, qui ont de gros impacts, ce serait important que ces salariés qui travaillent dans ces équipes-là, sur ces métiers-là, ils puissent être objectivés sur la RSE. Alors, je pense que la question se faisait plutôt référence au fait, pas tellement de savoir si ce serait utile de le déployer à tout le monde, mais si l'étude montre que ces objectifs RSE ont été par le passé plutôt destinés aux managers ou plus globalement. Ah, pardon, je n'avais pas compris. Voilà. Non, malheureusement, on n'a pas ce détail-là. Mais on pourrait retrouver, puisqu'on a la segmentation, on pourrait retrouver en fonction de qui a répondu. Dans les répondants, oui, j'ai des objectifs RSE, est-ce que c'est plutôt des gens qui répondent et qui sont managers ou pas? Ça, on peut le retrouver et on dans l'étude.
Mm. Alors sinon, il y a une question de Anne Larivière qui demande, qui est un peu compliquée pour nous de répondre, mais on peut éventuellement partager quelques signaux. Pensez-vous qu'en raison de la crise actuelle, les entreprises alloueront davantage de moyens en temps, outils à leur démarche RSE? J'espère. Enfin, tu pourras compléter, Thierry. J'espère sincèrement, puisque enfin, si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse et que vous devez être branché et entendre un certain nombre d'informations sur le sujet de la RSE, du développement durable. On a beaucoup de publications, ça ne peut plus jamais être comme avant, on ne peut pas revenir au monde d'avant. Et c'est super, hein, je ne veux pas être cynique, c'est super de lire ça, c'est hyper encourageant. Mais très concrètement, on a aussi beaucoup de signaux aujourd'hui qui nous montrent que, enfin, vous avez peut-être entendu le MEDEF qui demande à ce qu'on arrête maintenant avec la RSE et les contraintes environnementales. Enfin, il y a d'autres signaux voilà, qui ne sont pas très encourageants. Donc moi, j'espère vraiment que toutes les bonnes intentions qui sont formulées, elles vont se traduire très concrètement dans les 6 prochains mois ou les 18 prochains mois par de nouveaux objectifs, un nouveau plan stratégique, un nouveau business model beaucoup plus vertueux, beaucoup plus résilient. Mais ça, voilà. Ça, on va voir, on va suivre ça. Pour ceux que ça intéresse, alors je fais un peu la promo, mais on a vu, nous, des enjeux et des hommes fleurir, voire apparaître un certain nombre de déclarations. Et donc, on a créé une offre qui s'appelle Beyond and for Good. Et l'objectif de cette offre, c'est pour les acteurs qui se questionnent vraiment avec sincérité sur ce que je fais aujourd'hui et comment est-ce que je me rends compte qu'on marche vraiment sur la tête, il faut que je fasse différemment. Et bien, si ça vous intéresse, on pourra vous envoyer le lien aussi vers cette offre d'accompagnement qui peut être hyper variable aussi en fonction de la taille de votre entreprise pour se poser les bonnes questions, bien repartir du cycle d'activité, mieux entendre, mieux se brancher sur les gens qui sont autour de moi, sur mes parties prenantes et finalement penser les choses différemment. Donc, Oui, oui. voilà. Moi, je compléterai juste ce que tu viens de dire parce que ce que j'observe en tout cas, c'est que cette étude, elle porte évidemment sur les salariés de l'entreprise, mais cette réflexion sur l'après, sur la recherche de sens, sur cette petite vague du Covid qui serait suivie par un tsunami du changement climatique, etc., et la volonté, cette fois-ci, on a vraiment des revendications qui viennent de citoyens, qui ne se revendiquent pas forcément de salariés et avec des attentes des entreprises, mais vraiment des citoyens qui réclament ce genre d'initiative au niveau de leur territoire. Et peut-être là, il y a quelque chose d'un petit peu nouveau. Peut-être. Enfin, sur les citoyens, on avait, après je ne veux pas être trop long, mais on avait quand même les jeunes qui, depuis plus d'un an maintenant, manifestaient sur le sujet du climat tous les vendredis, toutes les marches pour le climat, des pétitions qui ont circulé où les citoyens aussi prennent la parole. Oui. Donc, il y a des choses qui apparaissent dans la société civile. Et c'est vrai qu'on ne voit pas. Enfin, il y a le manifeste pour un réveil écologique, là, donc les jeunes étudiants de grandes écoles qui demandent des comptes et qui sont allés rencontrer toutes les entreprises du CAC 40 pour leur demander ce que vous faites concrètement, vous, en tant qu'entreprise, pour le changement climatique, mais plus globalement pour la RSE, la construction d'un monde plus durable. Donc, tout ça, c'est des initiatives hyper intéressantes, mais on n'observe pas encore aujourd'hui de vrais changements auprès des salariés dans la manière dont le business model est conduit. Globalement, aujourd'hui, les salariés, ils sont assez peu, enfin, dans les grands groupes, ils sont quand même, et les entreprises que moi je connais le plus en les accompagnant, ils sont quand même relativement peu consultés sur la manière dont la boîte devrait être conduite. Oui. Enfin, une dernière question, peut-être, vu le temps, de Marie-Laurence Grange. Ne serait-il pas intéressant d'intégrer le budget de com externe des entreprises pour mesurer le greenwashing et Carrément. la crédibilité du discours par rapport à la réalité, aux actions internes, j'entends? Ouais. Oui, hein. D'ailleurs, je pense que, encore une fois, un des moteurs de la RSE, c'est le dialogue partie prenante. Le dialogue, c'est aussi un sujet qui prend une envergure de plus en plus forte, puisqu'on ne parle pas simplement du dialogue de concertation, mais vraiment d'intelligence en collectif, pourquoi pas avec les entreprises, entre les entreprises et les citoyens. Et c'est peut-être là que pourra se faire par effet miroir une espèce de mesure un peu plus objective du greenwashing des entreprises éventuellement. Oui, tout à fait. On a d'autres questions ou remarques, Thierry? Alors, j'ai une dernière question, parce que pour Anne Larivière, pensez-vous que le terme RSE n'a pas été dévoyé par certaines entreprises? Certains parlent plus d'entreprises durables, de démarches d'engagement, de création de valeur durable. Quel est votre avis sur les termes employés? Oui, c'est une question qu'on a souvent.
Et c'est vrai que ce style RSE, même encore aujourd'hui, il n'est pas bien compris. Enfin, on voit la toute première question qu'on pose, c'est quoi la RSE pour vous? Alors que bon, ça fait quand même, enfin, la norme ISO 26000, c'est 2010, hein, donc ça fait 10 ans maintenant que le terme, a priori, il est vraiment bien déployé dans les organismes. Et en fait, les gens ne savent pas ce que c'est. C'est hyper compliqué. Il y a trop de jargon, tous ces sigles, tous ces termes. Enfin, c'est sûr, ça ne facilite pas les choses. Donc, aller vers des démarches qui soient plus explicites, hein, dans la manière de les formuler, bien placées au niveau stratégique aussi, c'est vrai que ça peut être intéressant. Et il y a certaines entreprises aussi qui font le choix de donner un nom à leur démarche de développement durable. Et c'est vrai que ça peut aussi davantage fédérer les acteurs. Mais moi, je ne mettrais pas non plus à la poubelle le terme RSE parce qu'il est là, parce que c'est autre chose que de dire développement durable. Donc voilà, essayer de voir en fonction du contexte de chacun ce qui peut être le plus parlant, ce qui peut embarquer. Et effectivement, on n'a peut-être pas forcément besoin de replacer le sigle RSE partout, dans toutes les présentations, dans toutes les conversations, si on voit bien que ça n'imprime pas. Ben, merci beaucoup, Caroline. Il y a Merci. beaucoup de Et alors, personnes attends, qui te remercient pour ce oui. webinaire. Et Et peut-être peut-être, avant qu'on se quitte, oui, donc, Thierry, oui. ouais, pardon, avant que tu conclues, je voulais juste vous signaler que pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin, donc pour rappel, hein, sur le site de Des Enjeux et des Hommes, Thierry vous a envoyé le lien. Vous avez donc tous les résultats détaillés. J'ai pas pu, là, en 50 minutes, vous montrer tous les chiffres. Vous avez tous les chiffres dans l'étude qui est téléchargeable gratuitement sur le site de Des Enjeux et des Hommes. Pour ceux qui veulent aller plus loin également, sachez qu'on a réalisé l'an dernier une étude sur le sujet de la gouvernance de la RSE en partenariat avec l'ORS, l'Observatoire de la RSE. Donc, idem, c'est quelque chose que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site. Et puis, sachez que dernièrement, donc, il y a le MEDEF qui a publié une étude sur le même sujet, donc de la RSE perçue par les collaborateurs. C'était donc une étude qui a été menée en fin d'année 2019. Donc, Thierry va vous envoyer le lien là, dans l'outil conversation. Et puis pareil, au forum de Giverny, il y a l'IFOP qui a présenté les résultats d'une étude sur le sujet de la RSE et leur appropriation par les Français cette fois-ci. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Idem, Thierry vous envoie le lien. Oui, ça y est, j'ai déjà envoyé le lien tout à l'heure. Super. On a fait d'autres webinars, vous l'avez peut-être suivi. Donc, si vous souhaitez voir ou revoir les webinars, c'est possible sur la chaîne YouTube de Des Enjeux et des Hommes. N'hésitez pas à aller sur cette chaîne YouTube. Et puis enfin, sachez qu'on organise prochainement des formations, alors soit en présentiel, soit à distance. On verra en fonction des exigences et des protocoles sanitaires qui nous sont imposés. Voilà, donc là, vous avez les thématiques de ces prochaines formations, donc n'hésitez pas à vous positionner dessus si le sujet vous intéresse. Et puis enfin, et c'est le dernier slide, c'est promis, si vous souhaitez avoir toutes nos dernières informations ou même des actus sur le sujet, n'hésitez pas à nous suivre, Des Enjeux et des Hommes, sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou Twitter. Merci beaucoup. Oui.